RFI, Radio France Internationale, il est 16h à Khartoum, 17h à Tel Aviv, 18h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 avril, ravis de vous retrouver. À la une de cette édition, le Soudan, Israël et Donald Trump. Tout d'abord, aujourd'hui, s'est tenue à Paris une conférence humanitaire internationale pour tenter de mettre fin à la guerre au Soudan qui dure depuis maintenant 1 an. Les conclusions de ce rendez-vous dans un instant avec Sébastien Nemeth. Autre titre, dans l'attente d'une éventuelle riposte d'Israël après l'attaque de l'Iran ce week-end. Aux États-Unis, l'ouverture il y a quelques heures du procès de Donald Trump à New York. Et puis enfin, nous passerons par Notre-Dame de Paris. Nous serons donc à Paris, reportage sur les découvertes faites dans l'édifice religieux après l'incendie d'il y a 5 ans. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Quelle sera la réponse d'Israël après l'attaque iranienne en direction d'Israël? C'était dans la nuit de samedi à dimanche. L'Iran a tiré des missiles et dirigé des drones, des objets volants contre Israël. La quasi-totalité de ces missiles et drones ont été interceptés et ont donc fait peu de dégâts selon Israël. Aujourd'hui, le cabinet de guerre israélien dirigé par Benyamin Netanyahou s'est réuni pour éventuellement répondre à cette attaque iranienne. Et pourtant, les appels internationaux pour éviter de nouvelles attaques, pour éviter ce qu'on appelle aussi une spirale infernale se multiplient, comme par exemple la France, le Royaume-Uni, mais aussi l'Irak et les États-Unis. Tous ces pays appellent Israël et l'Iran à la retenue. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Joe Biden, le président américain, cherche à éviter un embrasement régional. Oui, maintenant que l'attaque est terminée, les États-Unis ne veulent pas d'une riposte, d'une contre-attaque israélienne contre l'Iran. Pour Joe Biden, Téhéran a obtenu ce qu'il voulait avec cette démonstration de force en représailles à la frappe contre le consulat de Téhéran à Damas. Et Israël, de son côté, a prouvé sa puissance défensive en détruisant 99% de ce que les Iraniens ont envoyé. Le président américain tente donc de calmer le jeu. Lors d'un coup de fil au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, il a souligné qu'il fallait bien réfléchir au risque d'une escalade. Et histoire d'être clair, les États-Unis ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas, qu'ils ne comptaient pas participer à d'éventuelles représailles israéliennes, à une éventuelle riposte israélienne. Christophe Paget, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et ensuite l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, Joe Biden tente d'éviter une guerre régionale. Oui, une guerre régionale qui pourrait entraîner les États-Unis dans une guerre directe au Moyen-Orient. Dans le même temps, il se présente comme un soutien inébranlable à Israël, un soutien qui sera toujours là. Ce qui lui attire, à quelques mois de la présidentielle, les critiques de la partie gauche, de l'aile gauche des démocrates qui s'indignent, qui protestent devant le désastre humanitaire à Gaza. Et les critiques des républicains également, qui, eux, accusent Joe Biden de faiblesse. Un ancien conseiller de Donald Trump affirmait hier que si Joe Biden incite les Israéliens à ne pas du tout riposter, alors il est une honte pour les États-Unis. Et pour l'instant, aucune information issue de cette réunion du cabinet de guerre israélien n'est connue. Le visage grave, Donald Trump est arrivé il y a quelques heures au tribunal de New York. L'ancien président américain est jugé pour une affaire de pot de vin, c'est-à-dire qu'il aurait donné une importante somme d'argent à Stormy Daniels, une ancienne star du porno, pour acheter son silence, pour qu'elle ne dise pas qu'ils ont eu une relation sexuelle. Mon procès est une attaque contre l'Amérique, a déclaré Donald Trump. Son procès va durer 6 à 8 semaines. Autre grand titre, le Soudan. 1 an, jour pour jour, que la guerre frappe le pays. Face à face, l'armée régulière, commandée par le général Al-Bourhan, et les FSR, les forces de soutien rapide, qui sont eux des paramilitaires commandés par le général Hemeti.
Le conflit a fait des milliers de morts depuis un an, des millions de déplacés, mais aussi des réfugiés. L'aide internationale a du mal à entrer dans le pays, elle est largement insuffisante. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à Paris, la France a organisé une conférence humanitaire avec des ministres, notamment venus des pays voisins du Soudan. Il y avait aussi autour de la table des ONG internationales, des représentants de la société civile soudanaise. Sébastien Nemeth, bonjour. Bonjour. Quelles sont les conclusions de ce rendez-vous ? Eh bien, le président français Emmanuel Macron vient de l'annoncer. Ce chiffre, plus de 2 milliards d'euros d'aide qui ont été rassemblés, promis. C'est plus que ce qui avait été annoncé à l'ouverture de cette conférence. On était à 840 millions d'euros d'aide supplémentaire pour le Soudan. De l'argent pour faire face à la situation humanitaire désastreuse, avec environ 27 millions de Soudanais ayant besoin d'aide, presque 3/4 de la population. Une fois de plus, les participants ont demandé aux deux camps ennemis d'arrêter les combats, aux acteurs étrangers de ne plus soutenir l'un ou l'autre, rappelant enfin qu'il fallait absolument coordonner les efforts de médiation internationale. Adrien. Ne pas oublier cette crise au Soudan. Sébastien, la conférence a aussi permis d'envoyer certains messages. Oui, parce que jusqu'à présent, seule une toute petite partie d'aide humanitaire a pu être financée. La ministre allemande des Affaires étrangères a dit que tout le monde était concentré sur la situation au Proche-Orient, Israël, Gaza, l'Iran, on vient d'en parler. Pour Annalena Baerbock, le monde ne doit pas ignorer la souffrance indicible et le sentiment d'abandon des Soudanais. Mohamed Saleh Nadif a donc demandé qu'on mette la pression pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. Sinon, a dit le chef de la diplomatie tchadienne, dans un an, le Soudan risque de se désintégrer. Pour l'instant, malgré les appels, les combattants refusent de déposer les armes. Mahmoud Ali Youssouf a donc suggéré une ingérence humanitaire, c'est-à-dire une intervention extérieure au Soudan. Pour le ministre djiboutien des Affaires étrangères, il faut ouvrir des couloirs humanitaires organisés et sécurisés par l'ONU. Merci Sébastien. Sébastien Nemeth dans votre journal En français facile. Et puis dans l'actualité africaine, c'est la première fois que le chef de l'État tchadien s'exprime publiquement 3 mois après son voyage à Moscou. Mahamat Idriss Déby, invité d'RFI et de France 24 ce soir. Il revient notamment sur le rôle du Tchad entre la France et la Russie, mais aussi sur le rôle éventuel du Tchad dans la guerre civile au Soudan. Entretien à écouter ce soir sur RFI à 20h10, heure de Paris. Le journal En français facile. En France, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était il y a 5 ans. Une grande partie de l'édifice religieux est partie en fumée. Les dégâts ont été considérables. Il y a eu de nombreuses destructions, mais aussi des découvertes. L'incendie a offert aux spécialistes une occasion unique de parcourir l'histoire de ce monument. Reportage Laurence Théo. Son visage s'éclaire lorsqu'elle évoque une fouille bien particulière. Dorothée Chaoui-Derieux est archéologue et conservatrice en chef du patrimoine. Un des moments qui restera le plus en tête de mes collègues de l'INRAP et dans ma tête également pour toutes ces fouilles, c'est la fouille du Jubé, donc de cette clôture monumentale qui séparait le chœur de la nef à la croisée du transept. Plus de 1000 blocs de la cloison sculptée ont en effet été découverts, avec pour une grande partie leur fragile et bouleversante peinture d'origine. Des scènes de la Passion du Christ, des bustes, des mains, mais aussi des visages. Ces têtes, pour la plupart, étaient enfouies, les yeux levés vers le ciel. Donc il faut imaginer, au moment de la fouille, que l'archéologue qui était là à ce moment-là, avec sa truelle, déblaye les couches de terre et se retrouve d'un seul coup, les yeux dans les yeux, avec ces têtes du XIIIe siècle, avec en plus, pour beaucoup, des yeux très bleus, un regard très puissant. On est vraiment en plein cœur de la cathédrale et d'un seul coup, on gratte une couche de terre et il y a ce tête-à-tête avec des sculptures du XIIIe siècle. Et ça, je pense que ça restera dans les mémoires de toute l'équipe pour très longtemps encore. L'incroyable aventure du chantier de Notre-Dame ne cesse de donner lieu à de petits miracles et à de grandes découvertes. Jamais les chercheurs des monuments historiques n'auraient pu rêver récupérer l'ancien Jubé qu'ils vont désormais analyser. Réouverture au public de Notre-Dame de Paris, prévue dans 8 mois, au mois de décembre prochain. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.